Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Je reçois aujourd'hui deux invités, Monsieur Daniel Dogbe, qui est le trésorier général d'Edufia. Edufia, c'est éducation financière en Afrique. Mon deuxième invité s'appelle Bruno Akpatikbe. Il est le président de l'association Edufia, qui est spécialisée dans l'éducation financière. C'est une association à but non lucratif, dont le but est d'informer, sensibiliser, éduquer financièrement et surtout former les populations africaines en vue d'assurer leur épanouissement ainsi qu'une transformation durable et profitable du continent sur le plan socio-économique et financier. Est-ce que j'ai tout juste, Monsieur le Président? Exactement. Merci beaucoup de nous accueillir sur votre plateau. Merci surtout d'avoir accepté l'invitation. Et bonjour à vous, Monsieur le Trésorier général, Daniel Dogbe. Bonjour Magloire, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Nous sommes heureux de partager ce plateau avec vous ce matin. C'est un plaisir également de vous accueillir tous les deux. Le thème de l'émission est la Global Week, la Global Money Week 2025. Qu'est-ce que c'est la Global Money Week déjà? Je pense que c'est un événement qui a été créé par l'OCDE. Exactement. La Global Money Week est un événement créé par le réseau international pour l'éducation financière, qui est un réseau créé par l'OCDE et qui a pour objectif de mobiliser les jeunes autour des questions d'argent sur une base annuelle. Et donc, depuis 2012, dans le monde entier, dans au moins 170 pays, cette semaine est célébrée. Et c'est à chaque fois l'occasion de parler des questions de finances personnelles aux jeunes. Je crois que le thème qui a été retenu cette année, Monsieur le Trésorier général, c'est « Réfléchissez avant d'agir, développez votre intelligence financière ». Bien évidemment. Cela signifie quoi concrètement? Naturellement, ces deux verbes ont leur raison d'être, réfléchir et puis développer. Le constat est simple, l'homme en général agit, pose certains actes sans avoir analysé les conséquences qui suivront, sans avoir analysé les résultats qui peuvent survenir. Aujourd'hui, nous voulons, ou bien par ce thème, nous voulons ramener l'homme à la réflexion. Qu'est-ce que je dois faire? Cet acte, cette action que je vais poser, est-ce que ça me rapportera tel résultat attendu? Parce que le plus souvent, nous confondons le besoin et le désir. Et lorsqu'il y a cette confusion, les résultats sont déjà mitigés. Il y a déjà problème en avenir. Donc, si la réflexion est menée à la base, il est clair que nous pourrons poser de bonnes actions qui définiront notre avenir. D'où réfléchir avant d'agir, développer votre intelligence financière. Et ce développement de l'intelligence financière, ce sont des capacités que nous devrons acquérir pour mieux faire ce qu'on faisait hier et qui n'apportait pas de bons résultats. Si mes souvenirs sont exacts, c'est depuis 2012 que cette année, que cet événement est organisé, la Global Money Week. Est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui, il faut, au-delà de l'école où on apprend à compter, à lire et tout le reste, il faut une école aujourd'hui pour apprendre à gérer ses finances? Alors, c'est une très bonne question. Vous savez, on ne nous apprend pas à gérer l'argent. Et justement, c'est pour ça que l'OCDE, à un moment donné, s'est dit qu'il faut mettre en place un programme d'éducation, ce qu'on appelle un programme de littératie financière. Et donc, la littératie financière, c'est cet ensemble... C'est un terme anglais que nous ne comprenons pas beaucoup. Voilà, c'est l'éducation financière, c'est cela? Voilà, alors la littératie financière, justement, c'est cet ensemble de connaissances, d'aptitudes, de compétences qu'on transmet donc aux populations, de façon à leur permettre de prendre des décisions financières éclairées et à terme d'améliorer leur bien-être financier. C'est ça la littératie financière telle que définie par l'OCDE depuis 2020. D'accord. Maintenant, l'éducation financière se sert de la littératie financière et va vers les populations pour dispenser cette matière-là justement et donner les compétences aux gens. Et qui est censé le faire? Ce sont les banquiers, ce sont les parents, enfin on acquiert ces compétences où? Alors les responsabilités sont partagées. Les États ont une responsabilité, déjà, parce que c'est les États qui initient les programmes d'éducation dans nos pays. Et donc, vous verrez d'ailleurs que actuellement, sur le plan régional,
la BCAO a initié un programme d'éducation financière. Et d'ailleurs, les formations des formateurs sont en cours ces dernières semaines. Mais comment est-ce que le grand public peut être au courant d'une formation comme celle-là? Parce que pour moi, c'est la première fois que j'en entends parler, une formation de la BCAO en matière d'éducation financière. C'est pour ça que des associations comme Edufia sont importantes. Parce que vous savez, l'État ne peut pas tout faire. Et la BCAO, en tant que banque centrale, n'a pas pour vocation d'aller éduquer les populations. C'est pour ça que Edufia existe, et d'autres personnes également, pour aller acquérir ces compétences-là en tant que formateur et ensuite aller vers les populations, différentes cibles d'ailleurs, pour pouvoir leur parler de la meilleure façon de gérer leurs finances personnelles, leur argent. D'accord. Quand on fait de l'éducation financière sur le continent africain, par exemple, où les gens sont censés vivre en dessous du seuil de pauvreté pour leur grande majorité, quels sont les instruments, quels sont les leviers sur lesquels on joue pour leur permettre d'acquérir cette maturité dont ils ont besoin pour la gestion de leurs finances? Oui, c'est une question très pertinente parce que souvent quand on veut parler d'argent, on commence par penser directement à la richesse. Mais je pense qu'il y a une définition très biaisée du terme richesse parce qu'on n'est pas riche que d'argent, on est riche de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il y a des facteurs plus importants que l'argent qui activent l'argent. Vous voyez, l'un des facteurs, un exemple rapide, c'est les hommes, le réseau. Les gens que vous connaissez, les gens que vous côtoyez, etc., définissent en grande partie votre capacité à générer de l'argent. Donc, les gens vont trop vite penser à l'argent en soi, alors qu'il y a des leviers sur lesquels on peut s'appuyer justement pour gagner plus d'argent. Les opportunités d'affaires, par exemple. Que peut vous procurer votre réseau? C'est à ça que vous pensez? Voilà. Oui. Et on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Vous voyez, et le niveau de nos revenus également est l'équivalent des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc ça, c'est un exemple pour dire que quand on parle d'éducation financière pour les peuples africains, c'est d'abord les amener à prendre conscience des leviers qui permettent de bâtir une richesse. Et j'insiste sur le mot bâtir. Parce que je le dis toujours... Mais c'est d'abord le travail, non? Parce que quand vous me dites le réseau, je suis bien d'accord. Mais si dans mon réseau, nous sommes 10 et que nous n'avons pas plus $1 par jour, ça ne nous fait pas plus de richesse qu'on aimerait en avoir. Exactement. Ça commence par le travail. Ça, c'est juste un exemple. Oui. C'est pour dire qu'on ne va pas partir sur la base de l'argent. Oui. Mais effectivement, ça commence par le travail. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler de richesse si tu ne travailles pas. Oui. Mais le vrai problème, c'est même pas le travail, c'est la façon dont nous travaillons. Je pense que beaucoup d'Africains ne sont pas très stratégiques dans la façon dont ils travaillent. Les gens veulent gagner beaucoup d'argent, mais ils ne misent pas sur le fait qu'ils doivent acquérir plus de valeur. Parce que qu'est-ce que tu vends en réalité? Tu vends ta valeur. Vous voyez, vous allez sur le marché, vous avez un portable, on vous pose Apple et puis un autre portable. Vous achetez Apple. Qui pourrait être Samsung également, ça pourrait exactement. être... Bon, ok, je ne vais pas faire... ouais. Voilà, donc on vous pose 2 portables. Oui. Vous choisissez l'un juste parce qu'il y a une valeur perçue. Vous voyez, quand on vous voit tenir un iPhone, un Samsung, etc., on dit, ah mais... Donc, les gens ne payent plus finalement le téléphone, ils payent la valeur perçue du téléphone. Et ça, beaucoup d'Africains l'ont ignoré. Et moi, j'insiste toujours que la base, c'est d'acquérir de la valeur, travailler sur soi, travailler sur ses compétences, quel que soit le domaine dans lequel on est, pour pouvoir mieux se vendre. Mais ça, c'est un début. Ça, ce n'est que la base. Donc ça, c'est pour se donner de la valeur à soi-même dans ce qu'on fait. OK. Et maintenant, quand vous prenez le cas de gens qui ont, je m'adresse aux trésoriers, des gens qui ne sont pas capables d'épargner parce qu'à la fin du mois, ils sont déjà tenus à la gorge par toutes les dépenses auxquelles ils doivent faire face. Qu'est-ce qu'ils ont à gérer? À gérer les dettes ou à gérer les gains? Ils ont beaucoup de choses à gérer. Oui. Et premièrement, comment ils s'en sortent? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous devrons intégrer à notre mentalité que quel que soit le niveau de revenu, c'est gérable. Et de deux, les besoins de l'homme dépassent ses revenus. Quel que soit ton revenu, tes besoins sont énormes. Et pour pouvoir les satisfaire, il faut les organiser. Il faut planifier ta vie financière. On se comprend un peu. Maintenant, quel que soit le niveau de revenu,
Oui. Nous devons comprendre une première chose. L'épargne, c'est la première dépense qu'il faut faire. Souvent, nous avions eu à étudier ce petit calcul qui dit épargne égale revenu moins dépense. C'est faux. Je dis faux dans l'aspect financier de la chose. L'épargne, c'est la première dépense qu'il faut faire. Le reste, vous allez organiser vos dépenses. Mais si nous voulons dépenser d'abord avant d'épargner, on ne va jamais épargner. Et on sera toujours endetté. Mais comment faire pour ne pas dépasser quand c'est incompressible? Si vous avez votre facture d'électricité à payer, c'est pas un choix qu'on vous présente, c'est une obligation. C'est pas un choix qu'on vous présente. Supposons que dans votre maison, Oui. vous avez un congélateur, Oui. vous avez un ventilateur, vous avez un fer à repasser. Le ventilateur est branché toute la journée. Le congélateur aussi est branché. Les deux, est-ce que ça apporte de la valeur au même moment? Non. Quelle est l'utilité au même moment? Non. On peut éteindre un pour économiser de l'énergie, ou bien dans nos chambres, les lampes sont allumées toute la journée, alors qu'il n'y a personne qui en a besoin. Il y a la lumière du soleil déjà. Juste des éléments basiques de la vie courante. On peut économiser. Je donnais un exemple tantôt l'autre fois avec mes filles. Moi, j'ai 2 filles. Elles demandent, papa, en revenant, il faut nous acheter du pain. Je dis, très bien. Je vais vous acheter du pain. Les jours suivants, ils ont laissé la lumière allumée dans leur chambre. Je les ai appelés. Regardez, c'est allumé. Qu'est-ce qui fonctionne? Elles disent le courant. Est-ce que papa produit le courant? Elles disent non. Ok. Si vous voulez avoir votre pain chaque soir, il faut éteindre la lampe. Depuis Quand vous ne vous en servez pas. Quand vous ne vous en servez pas. Parce que si elles veulent réviser leurs leçons, elles ont besoin voilà, de... Oui. Depuis le jour-là, Oui. quand l'une d'entre elles oublie la lampe allumée dans la chambre, l'autre réagit en même temps. Parce que ça, c'est l'argent de leur pain qui est en train de partir. Et c'est une partie de l'éducation financière. Voilà. Et déjà, à ce passage, elle commence par l'intégrer. Un autre exemple, je sortais le véhicule, la grande a ouvert le portail, et puis elle dit, papa, donne-moi de l'argent, je vais acheter quelque chose. Elle dit, ouvrir le portail, c'est une responsabilité, un devoir, c'est pas un travail. Si tu veux de l'argent, il faut comprendre qu'on travaille. Le travail, c'est sortir de l'énergie pour qu'on récompense cette énergie par une rémunération. Si tu laves la voiture, tu as dépensé de l'énergie. Je vais te payer. Elle a compris même que ça là, il faut sortir d'énergie. Donc, si notre source de revenus ne le permet pas, réfléchissons à créer d'autres sources de revenus pour pouvoir satisfaire à nos besoins et surtout épargner et planifier l'avenir de la famille, l'avenir des enfants, nos vieux jours. D'accord. Là, ça signifie, Monsieur le Président, que au-delà de l'éducation financière perçue comme un concept général, il faut bien se rendre compte que ça s'adresse à tout le monde. C'est pas qu'aux adultes, c'est pas qu'aux travailleurs, c'est Absolument. aux enfants également. C'est une prise de conscience. Exactement. Et d'ailleurs, nous croyons qu'aujourd'hui, il faut un travail à la base. Ouais, c'est pour ça que Edufia ne se limite pas aux adultes. Nous avons développé des programmes même pour les enfants. Et il a donné des exemples. Moi, si je vous ramène mes enfants ici tout de suite, vous serez bluffés. Je vous dis bluffés. Parce que à leur âge, ils savent ce qu'on appelle l'épargne. Ils ont 9 ans et 8 ans. Oui. Ils savent ce qu'on appelle l'épargne, ce qu'on appelle l'investissement, ce qu'on appelle le placement. Pourquoi, quand ils donnent l'argent, ils me passent 1000 francs. Si je dois leur rembourser, il faut quelque chose au-dessus. Ils savent comment générer du cash. Ils se lèvent. Quand je reviens de voyage, ils créent le restaurant dans la maison avant que je ne rentre. Et ils me donnent le menu, ils me font la facture, je paye. Donc, nous sommes dans cette dynamique et nous préparons aussi des manuels pour pouvoir dispenser tout ça aux autres parents pour que le travail se fasse à la base, parce que c'est ça qui va réellement changer les choses. Et quand vous le faites dans les établissements, vous le faites dans les familles, vous le faites dans les entreprises. Quel est le moyen que vous avez aujourd'hui de rassembler les gens et de leur prêcher la bonne nouvelle, si je puis m'exprimer ainsi? Oui, effectivement, aujourd'hui, Edufia le fait à travers des conférences. Nous avons différents programmes. Nous avons le programme que nous appelons Back to School. Le Back to School, ça se passe dans les vacances. Donc, dans les vacances, on a un programme d'éducation financière, vraiment des élèves, des enfants. Et ça, on le fait à travers les parents, justement, en les amenant à sortir avec leurs enfants pour acheter les fournitures. Donc, c'est l'occasion pour que les enfants comprennent comment ça se passe. Déjà, il faut planifier, combien ça coûte, etc. On revient, on fait le point financier. Donc, ça crée quelque chose dans l'esprit des enfants. Ils comprennent mieux. Parce que quand demain, ils vont aller déchirer le cahier et revenir, ils comprennent que mais c'est de l'argent qui est sorti. Donc, ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet du Back to School, c'est les formations que nous faisons en AGR.
à l'endroit des plus jeunes. C'est quoi AGR? Les activités génératrices de revenus. D'accord. Donc les vacances passées par exemple, on a fait une formation totalement gratuite, subventionnée par certains partenaires et nous-mêmes sur la conception d'accessoires en pagne. Et donc l'objectif c'est de faire comprendre aux élèves que quand vous êtes sur les bancs, il y a quand même des choses que vous pouvez faire, fabriquer et vendre et générer déjà des premiers revenus. Mais on va sur des choses qui ne vont pas bouffer le temps d'étude de ces personnes-là. Vous voyez? Donc l'approche est toujours très équilibrée pour que l'enfant puisse évoluer dans ses études. C'est-à-dire on est à mi-chemin entre le loisir et la génération de revenus qui est plutôt considérée comme un travail. Il faut que ça soit fun pour eux, mais en même temps, ils apprennent comment générer du cash. Et c'est ça d'ailleurs qui va créer la génération future d'entrepreneurs. Parce que vous savez, dans nos pays, on s'est levé à un moment donné et on essaie de former des gens, les motiver à l'entrepreneuriat. Mais nous croyons à Edufia que si nous commençons à le faire dès le bas âge et que ça devient quelque chose de naturel, on va créer un peuple, une génération d'entrepreneurs qui le font tout naturellement. D'accord. Et quelle est la différence entre être bien éduqué financièrement, là je parle des enfants, hein, de ceux qui ne sont pas encore adultes, qui n'ont pas 18 ans, qui ne sont pas majeurs, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils se passionnent à la génération de revenus, à arriver à se générer de l'argent et à ne pas être dans le travail des enfants qui est condamné? Justement, mais je vais vous donner l'exemple de ce que nous on fait. Moi, mes enfants, ils font des dessins depuis le bas âge. Ils font des dessins et ils nous vendent des dessins. Ils vendent des dessins aux grands-parents et ils sont allés même vendre dehors. C'est-à-dire qu'ils ont leurs dessins et puis bon, on est sorti et ils descendent, ils voient des gens, tonton, voilà. On les a amenés à comprendre que nous, on vous donne de l'argent, mais si vous en voulez plus pour vous acheter ce que vous voulez, il faut générer cet argent et vous avez des moyens simples. Donc, ils aiment faire le dessin, ils s'amusent en faisant leur dessin, mais en même temps, ils le vendent. Mon aîné, il y a 2 semaines, il est parti, il a pris une photo de notre mariage et il a dessiné. Et il m'a dit, papa, je vais le dessiner, je vais te le vendre. J'ai dit, si tu le dessines très bien, je te le paye au prix que tu donnes. Il a dit 3000 francs. J'ai dit, oui, je te le paye, mais à condition que tu mettes le sérieux, parce que je te paye en fonction de la qualité de ce que tu me vends. Vous voyez, je suis en train de lui transmettre des valeurs, sans qu'il ne sente que je suis en train de le mettre dans une éducation en réalité. C'est pas comme si je le fais asseoir sur les bancs. C'est une responsabilisation en quelque sorte. Exactement. Oui. Et c'est quelque chose qu'on active très tôt chez les enfants. Et je vous assure que ça marche. Parce qu'aujourd'hui, moi-même, je suis stupéfait de leur sens de la créativité. Il y a 1 semaine, ils ont créé les pâtes à modeler. Et ils ont dit qu'ils vont sortir leur marque. Ils sont allés sur Internet pour chercher des idées de marque. Et ils sont revenus me sortir un truc de FC, j'oublie même la définition. Mais c'est pour dire que c'est très intéressant quand on met les enfants dans un processus naturel d'éducation financière. Et ça marche. D'accord. Alors, la Global Money Week, c'est pas la première fois qu'elle se célèbre au Togo. Mais je crois qu'elle n'a pas commencé en 2012 comme partout ailleurs dans le monde. C'est depuis quand? Partout à l'heure dans le monde, c'est en 2012, mais au Togo, c'est depuis 2023 et porté par l'association Edufia. Oui. Ouais. Et pourquoi vous avez pris sur vous d'amener cet événement au Togo? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait un besoin parce que les gens ne savent pas gérer leur argent ou parce que on peut les amener à faire mieux? Enfin, quels étaient les enjeux pour vous? Effectivement, tout le monde se réclame de bien gérer ce qu'il a, son argent, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et si nous prenons le cas des salariés, et les primo-employés, leur premier salaire sert à faire quoi? Les 6 premiers mois, quel est le prêt auquel ils pensent? Et quand ils prennent un crédit, qu'est-ce qu'ils font avec? Comment est-ce qu'ils gèrent leur argent? Cette semaine est dédiée à l'éducation financière. Donc, toute une semaine qui est bouclée pour enseigner, expliquer, sensibiliser la population, le jeune, l'employé, l'étudiant, le salarié sur la matière de l'argent. Et pendant cette semaine, les activités qui seront faites, qui vont meubler la semaine, prouvent à suffisance effectivement que le besoin d'informer, de former et de transformer la mentalité de l'Africain vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de son rapport avec l'argent, ce besoin est réel. Pour vous, Monsieur le Président, qui avait inscrit le Togo sur la carte des pays célébrant la Global Money Week, quels sont les acquis aujourd'hui que vous avez? Quelles sont les certitudes auxquelles vous êtes arrivé? Et
Et comment est-ce que vous pouvez exprimer cela? Est-ce que vous pensez que la mission a été accomplie, qu'aujourd'hui les gens ont déjà une base pour pouvoir commencer à mieux gérer leur argent, ou il y a encore beaucoup de chemin à faire? À ça, il y a beaucoup de chemin, hein. Il y a beaucoup de chemin et on n'aurait même pas la prétention de dire que Edufia, avec ce qu'elle a pu faire comme association depuis 3 ans à régler le problème, non, pas du tout, le chemin est encore long. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls et qu'au fur et à mesure, nous avons l'appui des institutions, certaines banques qui ont aussi la responsabilité d'éduquer financièrement leurs clients. Nous avons la BCAO qui organise la formation des formateurs. Et donc, beaucoup de choses se font. D'autres partenaires comprennent et nous soutiennent pour qu'on aille plus parler aux gens. Maintenant, par rapport à la Global Money Week, ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous avons lancé la grande conférence sur l'intelligence financière qui vient en apothéose à ce qu'on fait chaque année. Et cette grande conférence-là... C'est l'innovation de l'année 2025 ? Non. 2023. Depuis le début, on a initié ça comme événement apothéose au Togo. Parce que chaque pays fait différemment. Oui, bien sûr. Et donc, depuis ce temps-là, on n'a fait qu'accroître l'effectif qui participe à ça. Et les témoignages que nous recevons nous donnent plus de force, plus d'encouragement, parce que ce n'est pas facile. Nous ne sommes pas dédiés à cette association. Nous avons nos professions, nos métiers, nos quotidiens. Donc, nous sacrifions un peu de notre temps, de notre énergie, de notre argent aussi, pour que les choses se fassent. Mais on continue parce qu'on a des témoignages. Les jeunes se réveillent, en fait. Les jeunes disent, mais je comprends mieux maintenant pourquoi je ne dois pas dépenser trop mon argent. Je comprends pourquoi je dois avoir une tirelire. Je comprends pourquoi je dois créer un compte épargne. Je comprends pourquoi je dois avoir une source de revenus, même en étant jeune. Et ne pas toujours aller demander l'argent à papa avant d'acheter mon petit collier, même les petits gadgets dont j'ai besoin. Et puis il y a les arnaques également, parce que ce sont des choses, vous avez parlé d'intelligence, il y a des choses aujourd'hui dont on est victime au quotidien. Ce sont les arnaques sur Internet, ce sont les arnaques des gens qui viennent nous proposer ce qui semble être de bonnes affaires, mais qui finalement se révèlent être des pièges et des gouffres à Afrique. Absolument. Comment on évite tout cela? Et ça, je peux vous dire que le thème de l'année passée et de cette année adresse ce sujet-là. L'année passée, nous avons parlé de tout ce qui est digitalisation de l'économie et les risques qui vont avec. Et donc, nous avons parlé des arnaques financières, tout ce qui va avec la digitalisation. Et à cette occasion-là, nous avons sensibilisé aussi bien les jeunes étudiants, les jeunes lycéens que ceux qui étaient là à la conférence apothéose. Cette année, le thème qui dit « Réfléchissez avant d'agir, développez votre intelligence financière » a pour sous-jacent justement le souci de sensibiliser les jeunes sur les nouveaux risques qui sont liés à la croissance de la digitalisation, des finfluenceurs. Les réseaux sociaux. Voilà, oui. Alors, les finfluenceurs, c'est quelque chose parce que aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui se mettent sur les réseaux sociaux pour dire aux gens, viens, donne-moi 10 000, je te le multiplie, tu auras 1 million après 2 mois. On propose des produits avec des taux d'intérêt qui n'ont rien à voir avec la réalité, donc des 200%, des 300%, et les gens tombent là-dedans parce que justement, nous ne sommes pas éduqués financièrement. Vous voyez l'importance de l'éducation financière. Il faut que les gens comprennent déjà que on ne peut pas te proposer naturellement un truc qui rapporte 300%, 200%, mais qui n'a aucun sous-jacent qu'on te montre comme ça. C'est quoi le produit qui te génère les 200, les 300%? Vous voyez? Et donc, on explique tout ça aux jeunes. On leur explique les dangers et comment identifier les cybercriminels. Ça, on leur a expliqué tout ça l'année passée. Comment identifier un cybercriminel? Quels sont les signaux pour savoir que là, il est en train de t'entraîner dans des arnaques? On donne des exemples concrets où des gens peuvent te voler ton argent sur ton T-Money parce que tu donnes ton code. Les gens peuvent te voler ton argent sur ton compte parce que tu ne sais pas bien protéger tes codes, etc. Donc, on sensibilise dans ce sens-là pour que les jeunes se réveillent et ne tombent pas dans ces arnaques. Et puis, il y a d'autres choses que je voudrais également que l'on aborde. On arrive presque à la fin de l'émission, mais il y a la question de la bancarisation. Je pense que nous sommes dans une zone qui est, c'est pas que le Togo,
où la bancarisation est encore très faible malheureusement. Est-ce qu'on peut dans ces conditions également continuer de parler d'éducation financière si les gens ne vont pas vers les banques pour y déposer leur argent et le gardent à la maison ou préfèrent des structures moins fiables que les banques? Et justement, c'est l'un des objectifs de l'éducation financière. Parce que l'éducation financière contribue à l'inclusion financière. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le taux de bancarisation est très faible dans nos pays. On le sait déjà, c'est un secret de polichinelle. Le taux de bancarisation est très faible. On a les microfinances d'un côté qui jouent un rôle pour l'inclusion. On a les émetteurs de monnaie électronique qui jouent également un rôle pour faciliter l'inclusion. On a des produits innovants que des banques mettent en place. Tout ça pour faciliter l'inclusion. Mais s'il n'y a pas des gens comme Edufia, des associations comme Edufia, qui vont sensibiliser des gens sur l'importance justement de ne pas thésauriser son argent, c'est-à-dire que de ne pas garder de l'argent à la maison, mais de le mettre sur un compte bancaire pour que ça génère des intérêts, pour que ça soit protégé également. S'il n'y a pas des gens pour aller sensibiliser, vous voyez que les gens continueront avec les anciennes habitudes. Voilà, donc l'éducation financière contribue justement à améliorer l'inclusion financière des populations. Parlons maintenant de votre association Edufia. Comment est née l'idée? Elle est née quand d'ailleurs, l'association? Alors, l'association part du livre que vous avez là. Nous le présenterons tout à l'heure. Voilà. Mieux gérer ses finances personnelles. Voilà, donc oui. C'est un livre que j'ai écrit et donc j'ai eu juste après la dédicace de ce livre, j'ai initié ce qu'on appelle l'école des finances personnelles. Donc chaque année, je regroupais des gens pour leur parler des notions de finances personnelles, le budget, l'épargne, le placement, l'investissement, l'assurance, tout ça, en tout cas, tout ce qui te permet d'avoir une vie financière équilibrée. Et c'est à la suite donc des écoles des finances personnelles qu'on s'est dit, mais il faut qu'on mette en place une structure qui nous permette de faire plus et d'aller plus loin, d'avoir plus d'impact. Et c'est comme ça que l'association Edufia, Éducation financière en Afrique, est née en 2022. Et depuis ce moment-là, nous initions des programmes, nous faisons notre bout de chemin. Et je tiens à préciser que moi, je suis l'initiateur, mais franchement, je ne suis pas le seul. L'association n'aurait pas pu être au niveau où elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas l'appui de tous les collègues comme Daniel Dogbe, notre secrétaire général Samuel Gbekou et tous les autres membres du conseil d'administration. Je voudrais quand même profiter pour remercier nos collaborateurs qui se sacrifient beaucoup parce que c'est une association. Oui. Voilà, on ne paye personne. Donc je vais citer ma femme, Auréa Kaligui, je vais citer Olivier Boulet, je vais citer Rosine, j'ai oublié quelqu'un, M. Etche, voilà, Isaac Madje, Isaac Aboti. Voilà. Apalo. Voilà. Et donc aujourd'hui, si on devait établir un bilan de vos activités et surtout se projeter dans l'avenir, quelles sont les choses dont vous êtes le plus fier? Quels sont les acquis dont vous aujourd'hui vous estimez les plus fiers? Et quels sont surtout les partenaires que vous avez, enfin je ne vais pas dire les partenaires, mais est-ce que vous avez pu rassembler autour de vous suffisamment d'énergie pour diffuser le message au sein de la population et avoir une couverture nationale par exemple? Oui, effectivement. Par rapport à un petit bilan que nous avons, oui, les différents programmes que nous développons, ce que le président a cité tout à l'heure, nous voyons déjà l'impact que ça a vis-à-vis des parents et des apprenants, que ce soit le programme pour les enfants, le programme pour les jeunes, il y a un programme même pour les couples. Et nous voyons les impacts que ces programmes ont sur les foyers et qui affectent mieux, qui influencent au mieux la vie financière et même la vie conjugale des couples. D'accord. Et ces retours vraiment nous encouragent, nous rassurent qu'effectivement, le choix n'a pas été mal fait. Nous avons de l'avenir et nous avons beaucoup de choses à faire. Voilà un peu comment je peux répondre. Sauf erreur de ma part, Monsieur le Président, où est-ce qu'on vous trouve à Lomé? Alors, notre siège est à Toti, rue 296, pas loin de la clinique Source de Vie. Donc, c'est là notre siège social. Nous avons notre site web www.edufia.site qui vous permet d'avoir toutes les informations concernant notre association. C'est le moment pour moi de vous remercier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bruno Akpatik B, d'être venu. Vous êtes le président de l'association Edufia. Vous êtes également l'auteur de ce livre.
que vous évoquiez tout à l'heure et que je présente assez rapidement, je ne sais pas si c'est visible, voilà, mieux gérer ses finances personnelles, le budget personnel, il est publié aux éditions Percé. Et vous avez également la 3e édition d'un cahier qui s'appelle Mon cahier budget 2025 et qui est disponible également. Je ne sais pas où on peut le trouver à Lomé, mais dans tous les cas, si on se rapproche de l'association, voilà, je suppose qu'on peut entrer en possession de ce livre. Exactement. Merci encore une fois. Merci Monsieur le Trésorier Général, Daniel Dogbé, d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Let's Talk. Restez en compagnie des programmes de New World Economy.